bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse que cette saison 4, après une saison 3 entièrement virtuelle, nous permette de renouer avec un minimum de rencontres personnelles. Et j'espère que c'est sous ces auspices que seront placés tous les plateaux de l'année 2021-2022. Et nous avons, pour lancer cette saison 4, choisi une thématique qui est vraiment celle de notre quotidien à tous, nous professionnels du grand âge et des fragilités. La maison de retraite au cœur des territoires. Je suis très heureuse que Jean-François Copé, que je ne présente pas, et qui nous dira quelle est sa vision de la problématique et sa vision en tant que maire de Meaux, ait accepté d'être notre grand témoin pour ce premier plateau. Je voudrais saluer, mais je laisserai Serge les présenter, toutes les personnes qui ont accepté d'être nos débatteurs ce soir, et vous dire simplement que cette question de la maison de retraite au sein des territoires, c'est finalement essayer de débattre ensemble de ce que nous sommes en réalité, nous, acteurs du grand âge, c'est-à-dire un lieu d'accueil, un lieu d'échange, un lieu de retrouvailles familiales, un lieu de formation, un lieu de service public essentiel dans les territoires. Et Dieu sait si chez Korian ça nous parle, puisque nous sommes 60 000 salariés, 1000 établissements dans 600 bassins de vie à travers l'Europe. Et à chaque fois, nous sommes souvent le principal employeur de la commune, l'un des premiers accueillants d'apprentis. Nous travaillons avec les commerçants, avec les médecins, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et pourtant, on l'a vu l'année dernière avec la crise du Covid, à quel point la vision de maisons de retraite fermées, lieux que l'on ne connaît pas, que l'on fuit, a ressurgi et s'est imposé pendant les confinements. Donc vraiment, je pense qu'on est là au cœur même des enjeux du grand âge, de vieillir près de chez soi, et de ce que finalement nos lieux sont des lieux de lien et des lieux de proximité. C'est en tout cas, j'espère, ce qui ressortira de nos débats. Sans plus tarder, je repasse la parole à Serge et à Aude pour présenter le déroulement de cette soirée. Merci beaucoup, Sophie. Alors, quand on évoque ces sujets-là, quand on vous entend, on se dit que finalement, alors, on a un écho, je ne sais pas si les gens l'ont sur leurs ordinateurs chez eux. Donc, juste de dire, finalement, on va parler des impacts sociaux, des impacts. On a un lieu existe pour une définition, mais c'est comme les identités. Il y a des gens qui pensent qu'on a une seule identité, il y a des gens qui pensent qu'on a une multiplicité d'identités. Ben pour les fonctions, pour l'impact social, c'est un peu pareil. C'est fait, les maisons de retraite sont faites pour accueillir des personnes en fragilité, mais au-delà de faire cela, elles ont plein d'autres effets. Par exemple, sur l'éducation, par exemple, sur la formation, par exemple, sur la relocalisation de telle ou telle activité, par exemple, sur la question de l'agriculture. Que sais-je encore ? Et c'est autour de ça que nous allons débattre pendant cette heure et demie pour montrer justement, pour évaluer certaines de ces impacts sociaux. Alors on va démarrer, on va faire cette table ronde en deux parties. Tout d'abord, on aura avec nous Fabien Crozat, qui est le directeur de l'hôtellerie et restauration de Korian France. On aura avec nous Morgane Viennet, qui est psychologue de Korian, la Magdeleine à Vanerdard, qui nous racontera aussi d'autres éléments. Et puis on aura avec nous Valérie Egloff, qui préside aujourd'hui le Gérontopole de Normandie, mais qui fut aussi conseillère régionale et maire adjointe du Havre, en charge justement des questions du vieillissement. Et puis Valérie participe aussi au conseil scientifique de la Fondation Korian. Et par ailleurs, comme elle ne sait pas trop quoi faire d'autre, elle est aussi infirmière, ce qui finit par occuper quand même sa femme. Voilà. Et donc ces trois personnes-là d'abord, et puis ensuite viendront avec nous, nous rejoindront Lydie Bracard, professeure principale au lycée Henri Sellier à Livry-Gargan, sur ces problématiques-là, et puis Laïs Oharoy, qui est, elle, directrice de l'établissement Korian à Bonisaka, à Bondy. On verra ça ensuite, puisqu'on a deux tables rondes. Et entre les deux tables rondes, Jean-François Copé, vous nous ferez l'amitié de réagir, à la fois de réagir à ce qui s'est dit, puis aussi évidemment de porter un peu votre regard sur tous ces enjeux-là. Ce qu'on a invité aujourd'hui, on aurait pu inviter l'ancien ministre, on peut inviter plein de monde. C'est bien avec vous, c'est qu'on peut inviter plein de gens à la fois. Mais on invite surtout la personne qui préside depuis fort longtemps une ville. Est-ce qu'on a le droit de dire présider une ville ? On peut présider une agglo. Je ne sais pas si on peut présider une ville, mais ce n'est pas très grave. Voilà, en tout cas, et on est aussi dans cette logique de proximité. On va voir que finalement, on l'a vu, toute la période Covid, il y a des gens qui ont redécouvert combien la proximité est importante. C'est bien, au moins ça a permis à des gens de découvrir quelque chose. Après tout, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis d'autres le savaient et ont vu combien aussi ce manque de proximité leur faisait du mal. Donc on va vraiment intervenir sur tous ces éléments-là. Mais d'abord, le plateau va être un petit peu original aussi. Cette fois-ci, on a des prix, enfin on a plein de choses. Et je vais proposer à Aude Letty, notre directrice générale, de bien vouloir présenter tout cela.
Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver en présentiel, comme on dit, même si le mot n'est pas très beau. Merci aussi aux personnes qui font encore l'effort de nous suivre en visio, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Alors effectivement, des surprises. Ce soir, on aura le plaisir de remettre le 4e prix de la Fondation Corian. Le thème de ce prix était justement de favoriser des actions qui visent à favoriser l'ouverture des maisons de retraite sur leur territoire. Et nous avons le lauréat, qui est l'association Secanto. Alors Secanto, qui intervient par le chant et la musique depuis de nombreuses années maintenant dans les établissements et dans les maisons de retraite auprès des personnes âgées. Alors ce n'est pas qu'une simple chorale, c'est vraiment du lien social qui est mis en place. Ils vous l'expliqueront tout à l'heure et ils nous feront l'amitié d'un petit intermède musical à la fin du plateau. Et parce qu'on les trouve, voilà, on trouve que leur action mérite d'être valorisée, et bien ce soir on a décidé de vous offrir, à ceux qui nous suivent justement en visio, un accompagnement de Secanto pendant 1 an pour 2 établissements. Alors pour participer, c'est extrêmement simple. Vous avez un formulaire sur la plateforme du live. Il vous suffit de le remplir et nous procéderons au tirage au sort en direct à la fin du plateau. Donc n'hésitez pas, si vous représentez un établissement, n'hésitez pas à postuler. Et puis je vous rappelle également la possibilité, bien évidemment, de poser vos questions en direct sur le chat, et nos intervenants y répondront en direct. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit film sur les territoires que l'on avait réalisé avec Serge suite à l'étude sociologique et également quantitative sur les territoires de longévité. Nous étions allés interroger des professionnels, des élus, mais également des résidents, des familles, sur ce que signifiait pour eux le territoire, vivre sur un territoire. Donc voilà, je propose qu'on t'écoute sur la synthèse de cette étude. Je suis Serge Guérin, je préside le conseil scientifique de la Fondation Corian pour le bien vieillir, et par ailleurs, dans la vie civile, je suis un sociologue qui travaille depuis de très nombreuses années sur tous les enjeux autour de la seniorisation de la société. Dans ce cadre, et en réfléchissant avec la Fondation sur notre nouvelle étude avec Ipsos, on est arrivé à l'hypothèse qu'on ne pouvait pas penser le vieillissement sans penser les lieux du bien vieillir, que les gens âgés ne vieillissaient pas hors sol, mais vieillissaient dans un bassin de vie, dans un pays, dans un territoire. Ce qui vraiment ressort de cette étude, c'est tout simplement l'importance pour les aînés du territoire. La nécessité pour ces personnes de se sentir inscrites dans un environnement bienveillant, inscrits dans un environnement sécurisant, et cet environnement, ça s'appelle leur territoire. On peut appeler ça un pays, on peut appeler ça un bassin de vie, mais en tout cas, c'est le lieu du lien, le lieu de vie dans lequel elles se reconnaissent. Ça peut être chez elles, mais ça peut être en dehors de chez elles, les quelques, parfois, simplement centaines de mètres où elles se sentent bien. Le deuxième axe de l'étude montre que pour les personnes qui vivent en maison de retraite, moins elles sont autonomes et plus le lieu de vie est important, et plus la maison d'accueil est importante, et plus ce lieu où elles passent leurs jours et leurs nuits doit être à la fois sécurisant, mais doit bien être leur territoire. Elles doivent se sentir chez elles, elles doivent se sentir aussi autonomes chez elles, en liberté chez elles, et même dans l'idée de pouvoir aussi en sortir si elles le souhaitent, ou de pouvoir accueillir l'extérieur si elles le souhaitent. Donc c'est à la fois un lieu hyper sécure et en même temps un espace qui doit permettre, favoriser, accompagner l'ouverture. Le troisième apport de cette étude, c'est de montrer la vitalité, la nécessité des interactions, des échanges entre les différents acteurs de la commune et les personnes âgées. La place accordée par les aînés à la commune, je dirais, oblige les élus et oblige les organisateurs de la ville à penser aussi la commune en fonction des plus âgés. Pas seulement en fonction des plus âgés, mais aussi avec les plus âgés. Par exemple, dans l'étude est ressorti un déficit de qualité pour la voirie, est sorti un manque d'infrastructures, par exemple de toilettes publiques.
On sent que l'environnement le plus proche des personnes est celui qui parfois est insuffisamment adapté aux plus âgés. Et je rappelle que quand on adapte mieux l'environnement pour les plus âgés, finalement, on adapte mieux l'environnement pour l'ensemble des habitants, pour l'ensemble des utilisateurs de la ville. Et puis, à l'inverse, pour les maisons de retraite, c'est aussi de s'ouvrir vers la commune, s'ouvrir vers les autres habitants qui sont dans cette commune. Et puis, pour les gens, que ce soit les proches des aînés, que ce soit d'autres personnes, c'est aussi comment finalement être aussi inscrit dans cette dynamique. Se dire qu'après tout, je peux venir dans une maison de retraite pour aller y déjeuner. C'est dire je peux venir dans une maison de retraite ou dans un autre lieu qui accueille des personnes âgées pour des animations, pour des échanges, pour de la transmission. Finalement, la commune est sans doute l'espace qui permet les interactions les plus sécures et les plus évidentes entre les différentes générations. Alors après cet intermède, je vais demander à Valérie Gloff, Morgane Viennet et Fabien Crozat de bien vouloir nous rejoindre sur le plateau. Nous avons ce soir, l'ensemble des intervenants sont là physiquement. Voilà, comme vous le souhaitez. Donc c'est aussi plus simple de ce point de vue-là et peut-être plus convivial. Valérie Gloff, tout simplement, je m'adresse à la fois à celle qui a été longtemps élue locale, à celle qui préside le Gérontopole de Normandie aujourd'hui, mais aussi à l'infirmière, c'est-à-dire dans cette proximité-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette histoire de remettre la maison de retraite au centre du village ? Bonsoir à tous. D'abord, je suis ravie effectivement d'être en vrai avec vous ce soir. Ça fait du bien. Que dire ? Effectivement, le sujet du vieillissement de la population, que ce soit par mon activité professionnelle ou d'élu, je traite depuis 25 ans. Enfin, arrêtez de dire des chiffres maintenant. Mais pour moi, c'est une évidence. Enfin, c'est évident que la population vieillit sur nos territoires. C'est évident que chaque habitant, quel que soit son âge, a une importance, une valeur pour la commune parce qu'il est l'avenir, parce qu'il est le présent, parce qu'il est le passé. Mais un passé qui a permis à la ville, au territoire, d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est normal d'avoir cet attachement, cette reconnaissance. C'est normal quand on pense un nouveau moyen de transport. Je pense, c'est déjà une vieille histoire, mais à l'arrivée du tramway dans les rues du Havre dans les années 2010, c'était normal qu'en installant un tramway, on repense aux mobilités de tous et aussi donc des plus âgés qui, pour certains, avaient peur de prendre les transports en commun. Et l'arrivée du tramway a été une reconquête pour eux du transport. Et on les a accompagnés dans les premiers temps. Et qui dit tramway, ils ont aussi repris les bus. Ils ont aussi, pour certains, repris des vélos. Enfin voilà, c'était une évidence. C'est évident aussi quand on repense un quartier, qu'on pense commerce, qu'on pense accessibilité. Bon, ça, c'est une vieille histoire, mais il y a encore des choses à améliorer de ce côté-là. Aujourd'hui, que ce soit un peu partout en Normandie, il y a des réflexions sur les nouveaux modes d'habitat, intergénérationnels, colocatifs, mais à chaque fois, effectivement, c'est repensé pour tous, pas uniquement pour les seniors, c'est repensé pour tous une façon de vivre la ville, de vivre un territoire, et que ce soit effectivement à l'échelle d'une ville, d'une intercommunalité, d'une région, d'un département, ça devrait être une évidence. Alors bien sûr, je le dis avec un peu d'humour, parce que ça ne l'est pas encore. Et avec effectivement mon regard aujourd'hui et le fait que je ne sois plus élue, ça permet une certaine liberté de parole. Et on s'aperçoit qu'il y a encore quand même beaucoup à faire, beaucoup à convaincre les élus, les nouveaux comme ceux qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas encore forcément tout compris. Donc on a besoin de journées et de soirées comme celle-ci pour continuer à marteler que la place des seniors, de chacun, est importante et doit prendre encore plus d'importance après cette crise que nous avons vécue, enfin que nous vivons encore, qui a permis effectivement pour certains de découvrir la réalité, donc tant mieux, c'est au moins un bon côté. Mais depuis maintenant un peu plus d'un an où j'ai quitté la fonction publique hospitalière, où j'ai quitté un poste d'encadrement pour devenir une simple infirmière libérale qui va chez les gens, je m'aperçois qu'il y a encore quand même beaucoup de choses à faire pour repenser le logement, repenser le déplacement, repenser la voirie, repenser la culture, repenser l'animation. Donc c'est réconfortant, même en n'étant plus élu, je sais qu'on a encore beaucoup de choses à faire, que le Gérontopole de Normandie
est là aujourd'hui pour créer cette dynamique, créer ce réseau d'acteurs qui tous chacun sont bienveillants, ont plein de bonne volonté, mais qui parfois ne voient pas plus loin que leur activité immédiate et n'ont pas compris que c'est ensemble qu'on arrivera un peu à améliorer la situation, si ce n'est à la rendre la meilleure possible. On reviendra tout à l'heure sur le gérontopole, mais très très rapidement, dans l'enquête qu'on a évoquée, on avait vu, alors que ce soit dans le qualitatif ou dans le quantitatif, on avait vu que parfois les élus avaient tendance à penser qu'à partir du moment où la personne ou l'habitant résidait en maison de retraite médicalisée, finalement, c'était plus trop son problème. Est-ce que vous confirmez, vous infirmez, quand vous regardez cela ? Oui, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont dans la maison, ils sortent plus, quoi. C'était un peu l'image qui pouvait être l'image un peu ancienne aujourd'hui quand même, parce qu'on s'aperçoit quand même, et là encore, que même les personnes dites dans une maison institutionnalisée sont encore des acteurs économiques, parce que dans les résidences, on sort quand même, enfin, on a le droit de ressortir, et donc on fait vivre aussi les commerces du coin, on fait vivre le coiffeur au bout de la rue, on fait vivre le marchand de journaux, enfin, il y a des choses effectivement indispensables. Alors, on a aussi repensé peut-être maintenant apporter ces services au sein de la maison de retraite ou de l'établissement. On voit les coiffeurs s'installer, on voit les bars, les cafés s'installer dans ces résidences pour permettre à ceux qui n'y habitent pas d'y rentrer. Et ça, c'est effectivement un peu la nouvelle dynamique. Je pense à un projet d'EHPAD public là, qui est en cours au Havre, que j'ai suivi avant de la fin du mandat, où on revit, enfin, on va utiliser, enfin, bénéficier de l'installation de l'EHPAD pour faire revivre un quartier dans les quartiers portuaires du Havre et y ramener justement des commerces, de l'activité culturelle, y mettre une bibliothèque, tout ça. Donc on a compris qu'en fait aujourd'hui la résidence où habitent les plus âgés peut être un lieu de vie pour tous les âges d'un quartier. Merci beaucoup. Alors Morgane Viennet, vous avez bien entendu, on sort parfois d'un établissement et vous, vous êtes psychologue dans un établissement en Seine-et-Marne, donc en région parisienne, et depuis 17 ans finalement il y a une volonté, il y a une action qui est permanente, justement je dirais de sortir et de rentrer. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez ça, en plus avec un public qui n'est pas nécessairement le plus simple. Et donc comment vous arrivez depuis 17 ans à mener comme ça toute une série d'actions où justement les personnes sortent et disciplinent le territoire d'une certaine manière. Et le territoire prend aussi l'habitude de voir ces personnes. Alors, bonjour, je suis Morgane, je suis psychologue dans une maison en effet en Seine-et-Marne, pas loin de Meaux, à Varennes. C'est ça, à Varennes. Et nous accueillons principalement des personnes qui souffrent de pathologies neurocognitives. Donc c'est ce fameux public dont on disait qui n'était pas facile. Mais oui, on sort et c'est un travail de longue haleine. Donc ça fait 17 ans que je travaille là-bas et on a énormément progressé dans la manière d'accompagner les résidents, les aînés et les projets qu'on leur propose. Et c'est vrai que c'est une crainte beaucoup des résidents, des familles, on rentre au sein de cet espace de vie, mais finalement on ne peut plus en sortir. Et on s'aperçoit qu'il est important de garder des liens avec l'extérieur, de faire venir l'extérieur, c'est vrai, au sein de la résidence, mais également de pouvoir sortir. Donc, par exemple, on a initié beaucoup de partenariats, comme par exemple avec un lycée hôtelier, le Gué à Trême, pour ne pas le nommer, où c'est une école où ils apprennent la cuisine, le service, et avec des résidents, on va dans les restaurants d'application, et en retour, il y a des élèves qui viennent en stage en cuisine ou en service lors des grands événements. Il y a des résidents qui ont par exemple participé à des jurys du Silver Fourchette, où c'était quand même une grande expérience. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les moments. Parce que des projets, des fois qu'on amorce, des fois il y a des changements, donc ils s'arrêtent. Je pense notamment à un partenariat international qu'on a eu avec le centre aéré de Panchard pendant des années, où vraiment on a eu des choses très dynamiques qui ont pu être faites avec des séjours intergénérationnels du côté de la Sarthe, Zoo de la Flèche, vers Nausicaa, etc., où vraiment on a vu des choses très intéressantes au niveau des résidents, cette relation qui était très importante. Et finalement qui a pris fin au bout de quelques années parce qu'il y a eu un changement de direction et c'est ça l'importance aussi de la volonté derrière. Ils avaient d'autres projets, ce que je comprends tout à fait, et là on est en train de renouer des projets avec le centre de Varennes finalement pour redévelopper ces projets et redynamiser. Mais c'est vrai qu'on avait eu énormément de choses avec eux. On avait fait des marchés de Noël partagés, les enfants venaient faire des ateliers ou des ateliers de jeux par exemple au sein de la résidence, où nous on se déplaçait avec eux au sein de leur centre. Vraiment, il y avait quelque chose de très dynamique, quelque chose de vivant qui se passait.
Là, actuellement, ce qu'on a également, c'est on a des partenariats où on sort beaucoup à l'extérieur. Par exemple, sur Rutel, c'est un producteur où on va cueillir des fois des fruits pour des ateliers culinaires. C'est aussi le partenariat avec la ferme de Galie où on a eu des fraises justement pour faire des ateliers à la fois reconnaître ce fruit, ses saveurs, le redécouvrir et en même temps redonner ce sentiment d'utilité en étant acteur de ce moment-là et en même temps créer des confitures. C'est des gestes qui sont connus, qui sont habituels, on va dire, et ce qui permettait également de créer ces confitures pour pouvoir les offrir aussi à leurs proches, quelque part réparer cette balance où finalement ils sont dépendants des enfants et de pouvoir un peu essayer de compenser, on va dire cela. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc oui, cette ouverture sur le territoire, elle se fait aussi par d'autres manières. Alors ça peut être anecdotique, mais on sent même que pour les résidents, ça leur tient à cœur, comme des actions caritatives, où par exemple, Noël dernier, il y avait une opération qui s'appelait Mobilisons-nous, où c'était pour Noël, pour les personnes qui étaient sans domicile fixe ou avec les résidents et des familles. Et également, on a servi de centre de recueil de ces fameux cadeaux. On a créé des boîtes pour pouvoir les offrir. Ensuite, on a participé avec le Lions Club également à des actions pour... on est devenu banque alimentaire pour les étudiants qui étaient dans le besoin, donc avec des résidents où on peut aller faire des courses à l'extérieur, rassembler tout ça et également le donner. Il y a cette volonté aussi d'aider les autres. Donc là, on a encore des projets pour octobre, novembre, enfin, on a pas mal de choses derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme... C'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, oui, je vous assure. On y reviendra tout à l'heure, Okay. mais le thème qu'on peut garder, justement, c'est sortir, rentrer, oui. Et cette notion de réciprocité. Finalement, tout à fait. C'est aussi ça. Le lien social, c'est aussi ça. Et le sentiment d'utilité, il est là aussi. Oui. Je reçois, je donne. Exactement. On est en train de reparler du don, tout simplement. Donner, recevoir, rendre. C'est la grande formule de Marcel Mauss, c'était ça. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre. Et alors, juste à côté de vous, il y a Fabien Croizat. Et justement, c'est un petit peu... vous êtes le directeur hôtellerie et restauration chez Korian. Et justement, là, ce dont on parlait, c'était... Alors, on a parlé des confitures et tout, on y reviendra. Mais il y a aussi cette notion de proximité. Finalement, on peut se demander, on peut s'attendre, à dire, mais est-ce que en Seine-et-Marne, il y a des jardins potagers, je présume, par exemple, il doit y avoir... Voilà. Et donc, c'est comment, dans tous les endroits, mais comment vous réfléchissez et est-ce que vous agissez pour, finalement, reterritorialiser ou relocaliser votre politique d'achat? On a beaucoup parlé de ces sujets-là au moment, justement, du Covid. Est-ce que ça participe de votre réflexion, même de votre action première? Alors, je pense... Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que c'est une thématique qui existe déjà depuis plusieurs années chez Korian. Elle fait partie effectivement de, je dirais, quand on parle du territoire, alors moi je viens du monde de la restauration, assez naturellement vous pensez produits, agriculteurs et culture. Territoire, c'est ça, c'est un terroir. Donc effectivement, ce sujet-là, il est prépondérant. Ce qui est intéressant dans ce que décrit Morgane, c'est parce qu'en plus, c'est tout l'aspect symbolique. Le produit, l'alimentation, c'est quelque chose qui catalyse. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on exprime l'entrée, l'interaction avec le monde de l'intérieur à l'extérieur, un jour, je rêverais que le marché vienne à l'intérieur de nos maisons et que, globalement, on ait des producteurs qui viennent montrer ces produits. Donc, je suis convaincu que ça va arriver. Et ça va arriver de façon majeure. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est très fort. Et donc, effectivement, il y a des initiatives qui se font de façon très micro, comme effectivement ce qui peut se passer en termes d'initiatives locales à la Madeleine. Mais effectivement, nous, on dynamise ce sujet. Nous, c'est comment on dynamise le sujet au travers de nos maisons et au travers de notre réseau. Alors, il y a diverses expériences, effectivement, de façon très, on va dire, globale. Comment, par exemple, on engage nos producteurs à nous fournir pendant 3 mois de l'année, parce que c'est la saison, par exemple, des tomates locales qui viennent du territoire. Et ça, on le dynamise dans l'ensemble du réseau. Effectivement, ensuite, il va y avoir des sujets très micro, que je vais qualifier comme ça, qui sont, par exemple, on parlait tout à l'heure, on ne parle pas souvent, mais il y a un sujet qui est très fort, c'est le pain. Le pain, en fait, le boulanger, c'est quelque chose qui est emblématique du territoire. Là aussi, on verra demain, mais que les résidents aillent chercher le pain pour la résidence, c'est quelque chose qui crée du lien avec quelqu'un qui est un acteur local et primordial du territoire. Donc, nous, on a une force, c'est que pour relocaliser effectivement les productions,
on a une force, c'est qu'on est capable de donner de la visibilité. La visibilité école, c'est quoi? C'est le débouché. Quand vous allez voir quelqu'un, un producteur, etc., la première chose qu'il va vous demander, c'est combien, quand, comment. Et nous, on a cette chance, c'est qu'on est capable de lui dire demain et pour telle quantité. Donc en fait, ça c'est un peu l'histoire de, voilà, par exemple des fermes de Galie où on a planté pour nous. On y reviendra après. Voilà. Et ça, c'est vraiment le sujet. Donc effectivement, nous on s'inscrit dans cette dynamique et effectivement, soit à une échelle, ce que j'appelle l'ultra-local, la commune, elle peut être à l'échelle départementale, elle peut être à l'échelle régionale. Et effectivement, nous on vient alimenter tout ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux. En fait, comment on se greffe à toutes ces initiatives qui sont en train de germer au sein des territoires, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Et je me disais que je suis sûr que nous écoutent, parmi les 1 263 262 personnes qui nous écoutent, il y a certainement le président de la Fédération de la boulangerie française. Et le pain, c'est du lien, je pense qu'il va le garder. Alors, on est un peu juste dans les... Ce que je vous propose, Jean-François Copé, c'est de bien vouloir à la fois réagir à ce qui a été dit, et puis nous dire en quelques mots, du regard de l'homme, d'une commune, d'un territoire, un petit peu comment vous voyez ces enjeux autour du vieillissement. Mais peut-être d'abord de ce que vous avez entendu, ce que ça vous donne envie de réagir, quoi. Oui, d'abord je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. C'est pas tellement, ça m'arrive pas très souvent en fait d'être présent sur ce type de rencontre, mais je l'ai fait d'abord parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'estime pour le groupe Korian. Pour sa directrice générale que je suis heureux de saluer, Sophie Boissard, et pour le travail que vous avez impulsé les uns et les autres, et qui fait que j'observe depuis ces dernières années une transformation assez profonde de la manière dont on s'adresse et dont on adresse une action utile et généreuse au sens noble du terme à l'endroit d'une partie de la population qu'on a quand même assez copieusement oubliée pendant des années et des années. Et pour avoir vu cette évolution au sein du territoire dont j'ai la charge, le Pays de Meaux, je suis très heureux de pouvoir apporter ce témoignage parce que c'est aussi une manière de, j'ose pas dire de vous encourager, ce serait d'abord prétentieux, et c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas de vous dire qu'on voit ce que vous faites. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de le dire aux équipes de Korian que j'ai rencontrées il y a quelques mois pour évoquer les sujets qui ont trait à notre territoire. Et on voit ce que vous faites et ça, je crois, correspond assez bien à ce qu'on peut attendre d'un grand pays moderne et d'une société tournée vers l'avenir. Voilà. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que je trouve que le thème que vous avez choisi est le bon. Parce qu'il est complètement en accord avec l'époque dans laquelle nous vivons. En fait, quand on regarde un peu ce qui caractérise notre société aujourd'hui, c'est des mots qui ont trait à la civilisation du numérique. C'est le partage, c'est le réseau, c'est l'interconnexion. Et je ne vois vraiment pas pourquoi ce que nous vivons tous les jours, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, quels que soient nos âges, ne puisse pas s'appliquer à nos aînés. Et même à nos super aînés, puisque ceux dont vous avez pour partie la charge sont ceux qui sont les plus anciens, ou à défaut d'être les plus anciens, je suis allé à Varennes, donc je sais à quelle population vous vous adressez, à celle qui effectivement a un certain nombre de pathologies qui les amènent à ne plus être à 100% de leur capacité psychologique ou physique. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, il n'y a aucune raison pour qu'on n'applique pas ce même modèle de société à cette partie-là de la population. Pour que ça marche, de mon point de vue, c'est d'abord une affaire humaine. C'est-à-dire que ça ne peut marcher que si les hommes et les femmes qui ont la charge de ce sujet s'en occupent. À commencer, bien sûr, par les équipes qui dirigent ces maisons, qui les animent, qui sont au quotidien en contact avec leurs différents pensionnaires, les familles, évidemment. Et puis, de l'autre côté, c'est les élus. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, Mme Egloff, parce que je l'ai vécu depuis longtemps. Effectivement, quand des élus prennent en charge le sujet, c'est pas la même chose que quand ils n'en ont pas forcément conscience. Bon, en même temps, s'ils n'en ont pas conscience, c'est qu'il faut qu'ils fassent autre chose. Voilà, parce que franchement, comme on dit dans les entreprises, c'est le core business quand même pour un maire de s'occuper de tout le monde et de vérifier que tout le monde est bien en phase avec ce qu'on essaie de faire. Donc il faut que les maires s'en occupent. Et quand les maires s'en occupent, ce qui est de plus en plus le cas, alors on peut réaliser des prodiges.
Pourquoi? Parce que quel est le rôle du maire? C'est un peu un médecin généraliste, un maire, en fait. C'est quelqu'un qui veille à ce qu'à travers, je dirais, ce qu'il peut entendre de ce que ses administrés lui racontent, il essaie de mettre tout ça en coordination et de créer les conditions d'un bien vivre ensemble, d'un bonheur collectif, et puis d'un lien entre le particulier et le général. Donc c'est ça l'objectif. Et c'est vrai que notre rôle, c'est que lorsqu'on a un chef d'établissement qui vient nous voir en disant ben voilà, monsieur le maire, nous on a besoin pour l'année de faire un certain nombre de sorties. On voudrait se rapprocher de votre service social parce qu'on a besoin de savoir ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut s'insérer dans les différentes animations culturelles, sociales, sportives. Très important. L'intergénérationnel, est-ce que par exemple vous verriez un inconvénient à ce que les gosses de vos écoles puissent à un moment ou un autre consacrer un peu de temps à venir voir une maison, s'occuper de faire telle ou telle chose? La cuisine, le Gué à Trême dont vous avez parlé, qui est un lycée hôtelier fantastique. Bien sûr, je sais ce que vous avez fait là-bas, c'est excellent. Enfin bref, tout ce qui fait qu'on met en interconnexion les uns et les autres et on produit évidemment du coup comment dire, une valeur supplémentaire parce que chacun se sent considéré. Et en fait, le sujet qui est derrière tout cela, c'est toujours le même. C'est celui de la considération. Considération d'abord de ceux qui sont les plus seniors et qui veulent aussi exister avec leurs moyens dans la vie et que je ne vois vraiment pas au nom de quoi ils ne pourraient pas le faire. Cette idée qu'on a longtemps véhiculée, selon laquelle il y a ceux qui sont dans le monde et puis ceux qui l'ont quitté, et il n'y a plus rien à faire, c'est pas vrai. Tout le monde le sait, les scientifiques l'ont écrit, ceux qui s'intéressent à ces questions, et notamment les sociologues, je sais le travail que vous faites dans ce domaine, et ceux qui s'intéressent à ça voient très bien qu'en fait, il y a des degrés, qu'on peut retarder les évolutions, qu'on peut partager beaucoup de choses, jusque, bon, on ne peut plus, mais il y a encore une très grande marge de manœuvre. Donc, tous ces éléments commandent qu'on le fasse ensemble. Donc, moi, j'ai été très, très sensible à ce que vous évoquez, parce que ça me parle assez naturellement. Et je considère que le rôle d'un maire n'est pas de se substituer naturellement, mais il est d'ouvrir le jeu au maximum. Alors après, c'est vrai, vous avez des maires plus ou moins impliqués. Moi, je pense qu'il faut donner de sa personne. Et quand vous êtes maire, il ne faut pas craindre, quand on organise des banquets, par exemple, des anciens, parce que tous les ans, on a le rituel du banquet des anciens, que tous ceux qui peuvent venir viennent. C'est pas, on ne fait pas un concours de QI, hein, on mange, on danse, comme dans Astérix et les Helvètes, après on va chercher la fleur, mais pas avant, quoi. Voilà, donc on prend un vrai moment ensemble. Alors en plus, ceux qui habitent Meaux, ils ont beaucoup de chance, parce que leur mère joue du piano, donc je disais à vos amis tout à l'heure là, qui ont cette association et dont ils m'ont montré le répertoire de ce qu'ils jouent, qui est un répertoire auquel je suis très familier, parce qu'il a fallu que je bosse un peu ces partitions-là. Donc tout ce qui est entre 1950 et 1970, même un peu avant. Enfin, vous voyez, je ne renonce pas à interpréter des airs de cette période, ça plaît beaucoup. Et puis électoralement, en plus, c'est très payant. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous êtes sûr que non seulement vous êtes donné du mal, mais qu'en plus, ils vous remercient vraiment, les gens. Ils vous disent merci, parce que finalement, avant, on n'avait pas ça. Et donc, vous ne savez pas si c'est vrai ou pas, mais vous êtes vraiment content de le leur avoir démontré. Donc, au-delà de cette boutade, ce que je voulais vraiment dire, c'est que on a les outils pour faire. On ne les a pas toujours eus. Moi, j'ai vécu, je rappelais ça à Sophie tout à l'heure, lorsque j'étais membre du gouvernement, un moment absolument épouvantable dans l'histoire de notre nation, qui était la canicule de 2003, qui était un épisode absolument épouvantable. D'abord humainement, parce qu'on ne savait pas quoi faire avec cette accumulation de décès. Et puis deuxièmement, parce qu'on a vu à cette occasion qu'on n'avait jamais adressé ce problème. Et que vous aviez des maisons entières qui étaient, j'ose pas dire des mouroirs, mais presque en fait, qui étaient totalement livrées à elles-mêmes, sous-équipées, notamment avec un truc tout bête qui s'appelle la climatisation. Bon. Et donc, quand je vois, grâce à la mesure importante qui a été prise, ce fameux jour férié, qui a tellement fait couler d'encre, ça fait tristement sourire, mais tellement fait couler d'encre, on a passé un temps immémorial à trouver la bonne date. Je revois encore les discussions avec Jean-Pierre Raffarin à l'époque pour savoir si ça allait être la Pentecôte, l'Ascension, enfin bref, voilà. Le 8 mai, enfin, on avait tout testé. Bon, et en fait, qui a été un élément clé pour financer dans un premier temps, avant que d'autres systèmes prennent le relais, pour financer cette impulsion à donner. Et puis le privé a pris le relais, et puis on a aujourd'hui vraiment des établissements qui sont très bien. Donc je trouve que tout ça va vraiment dans un sens positif, mais ne marche que par le partenariat. Voilà, et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir vos 3 témoignages, parce que en les écoutant, je me disais vraiment, on est complètement dans cette idée de faire les choses ensemble.
Voilà. Et donc, je trouve par ailleurs que l'exercice auquel vous vous livrez est extrêmement intéressant parce qu'il permet quand même de poser vraiment bien les bases de ce que doit être une politique du 3e et du 4e âge aujourd'hui. Merci beaucoup. Je retiens le terme de considération. Et d'ailleurs, quel que soit l'âge, oui, nous sommes en recherche de considération. Mais oui, et donc, bien sûr. vous avez parfaitement raison. Mais, bien sûr. Ouais. Mais vous savez, moi, je pars de l'idée que chaque personne est importante, en fait. Et que c'est par là qu'il faut commencer. Parce que chaque personne est importante, ne serait-ce que par l'histoire que cette personne est, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait. Et je voudrais sur ce point peut-être rebondir, je ne veux pas être trop long, mais rebondir sur un point très important. On parle beaucoup de la perte de valeur dans notre société, qui est un peu le poncif, qui permet même à certains candidats virtuels à l'élection présidentielle de nous faire le coup de « c'était mieux avant », bon, qui est une lubie, enfin, un fonds de commerce qu'il faut démonter. C'était évidemment pas mieux avant, à tous égards. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une chose qui se perd si nous n'y faisons pas attention. C'est ce qui rythme l'évolution d'une société, c'est-à-dire la perception du tragique. Qu'est-ce qui fait la perception du tragique dans des sociétés modernes? C'est en réalité la guerre, le souvenir de la guerre. Or, nous avons ce privilège immense en France de ne plus avoir connu la guerre depuis des décennies, des générations entières. Et donc, on ne sait plus ce que c'est que le tragique. Aujourd'hui, un jeune, nos enfants par exemple, va nous dire « Papa, c'est tragique. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mon portable ne marche plus. » Bon. Tout notre sujet, en réalité, il est de pousser au maximum l'intergénérationnel. Parce que les aînés savent ce que c'est que le tragique. Et ils sont donc en situation de pouvoir transmettre ça. Et quand la transmission est faite, le jeune sait ce que c'est que le tragique et il le transmettra lui-même. Et donc c'est ça l'enjeu. Parce que derrière la notion de tragique, et Dieu sait si personne ne souhaite de guerre, mais derrière cette notion de tragique, il y a en fait cette idée de dire « Attention, nous avons la chance de vivre dans un pays qui a des atouts exceptionnels, qui offre la santé gratuite, l'éducation gratuite à des millions de gens. Et que si on perd cette perception, alors il n'y a plus aucune raison de garder quoi que ce soit. Et l'intergénérationnel, pour ça, est un bien précieux. Et donc, tout ce que l'on peut faire dans ce domaine pour encourager à ce lien intergénérationnel, c'est notre devoir de le faire. Et on a la possibilité de le faire dans ce cadre-là. Voilà. Je crois que c'est vraiment très important de bien avoir en tête que ce n'est pas simplement par devoir vis-à-vis des aînés. C'est de ne pas oublier ce que les aînés peuvent continuer de transmettre. Et c'est à ça que je pense quand je pense à la considération. C'est amusant en vous écoutant parce que tous les ans, il y a le baromètre du CEVIPOF sur les fractures françaises et ainsi de suite. Et par exemple, sur le « c'était mieux avant », les seuls qui majoritairement ne disent pas « c'était mieux avant », c'est les plus de 65 ans. C'est-à-dire que les plus jeunes pensent que c'était mieux avant, et ceux qui ont connu le avant le pensent un peu moins. Voilà. Puis en vous écoutant, je pensais à la formule que vous connaissez bien de Raymond Aron à propos de Giscard d'Estaing. Il ne sait pas que l'histoire est tragique. Et que c'est ça aussi. On a besoin de savoir que l'histoire est tragique. Voilà. Mais bien sûr. Mais cette notion-là, elle doit être partagée avec nos anciens, parce qu'ils savent ce que c'est. Et qui peuvent le transmettre, ce qui fait aussi partie d'ailleurs de cette ouverture, de cette fermeture des établissements. Merci beaucoup. Merci de votre, pas un message, mais de votre réaction. Et puis peut-être pour le sourire, c'est intéressant, un élu qui rappelle que parfois on a tendance, certains élus ont tendance à se rappeler des vieux, genre 3 semaines avant les élections. Parce que c'est vrai que ça vote plus que la moyenne, quoi. Voilà, et que donc c'est intéressant. Mais si vous faites ça 3 semaines avant l'élection, ça suffit pas. C'est mort. C'est ça. Vous savez, moi, Jacques Chirac m'a tout appris sur ce qu'est le métier politique. C'est un métier. Je sais que de nos jours, alors ça, de ce point de vue-là, c'était mieux avant. Je sais que de nos jours, il faut être un amateur quand on fait de la politique. Je ne le pense pas du tout. C'est un métier où on apprend. Et Jacques Chirac m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'avait dit, en fait, ta campagne électorale commence le lendemain de l'élection précédente. Et il avait raison. Ça peut parfois poser des problèmes pour un président de la République. Si tout de suite on se préoccupe, mais par ailleurs... Non, parce que ça veut dire qu'on est astreint à l'obligation de résultat. Donc l'obligation de résultat, vous savez, en politique, on a tendance un peu à oublier que c'est d'abord ça qui fait qu'on peut peut-être être élu.
Alors, partons sur cette notion de résultat, et avant les résultats, il faut des moyens. Donc, il y a aussi comment on associe les deux. Mais en tout cas, encore merci de votre regard. Je crois que c'était important que vous puissiez réagir après ce premier tour de table. Et puis, on a voulu inscrire ces éléments-là, justement, dans cette notion de territoire. Et pour nous, on pensait que c'était important, justement, que ce soit un maire qui parle de cela, parce qu'il y a cette réaction-là. Alors, il y a Valérie avec nous, qui a aussi cette expérience du territoire. Mais voilà, on trouvait que c'était important dans ce politique-là. Et puis, alors, on le voit, hein, je reprends la même étude du CEVIPOF, où les personnalités politiques n'ont pas toujours une très très bonne image. Le maire, c'est 69% d'opinion favorable. Donc il y a aussi cette notion de proximité, parce qu'on sait ce que cette personne-là fait ou ne fait pas d'ailleurs. Et donc ça permet aussi aux gens, là aussi, de sentir ou pas la considération. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, vous savez, là-dessus, enfin, moi j'ai bien compris tout ça depuis très longtemps, c'est que, en fait, quand on s'engage pour le bien public, y compris en politique, on sait qu'on est exposé à la critique facile pour toute une série de raisons qui ont trait à des motivations pas toujours très heureuses de la part de ceux qui s'opposent pour s'opposer. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous voulez véritablement en faire, ça n'a de sens que si vous pouvez marquer. Et il n'y a pas tellement de manières de marquer dans l'action politique. Pour marquer, il faut s'inscrire dans la durée. Et le maire est certainement l'un des rares mandats, peut-être même le seul, où vous pouvez vous inscrire dans la durée pour peu naturellement que vous ayez suffisamment fait ce pourquoi vous avez été élu par vos concitoyens pour qu'ils aient envie de vous conserver leur confiance. J'ai eu le privilège immense d'être ministre de nombreuses années, mais malgré tout, c'est très éphémère. Et quelques années après, vous dites, mais ils ont tout détruit, parce qu'ils avaient envie de montrer qu'ils faisaient mieux, et donc ils ont fait sans doute mieux sur certaines choses, moins bien sur d'autres, mais qu'est-ce qui reste de l'action? Alors que quand on est maire, on inscrit son empreinte dans un territoire, dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument irremplaçable. Vous pouvez sauver votre ville, parce que vous allez y intégrer une rénovation urbaine, vous allez y intégrer un lien social, un lien humain, vous allez redonner de l'affect, une identité, un attachement au territoire. C'est exceptionnel. Et puis, dernière chose, et je terminerai par là, mais quand vous êtes maire, vous êtes obligé, sinon vous n'êtes pas un bon maire, de faire toutes les semaines une permanence qui vous permet de prendre un vrai temps avec vos administrés. Je le fais moi, comme beaucoup d'autres, en les recevant individuellement, ceux qui souhaitent me voir sans rendez-vous. C'est une mine d'informations sur la société française. Et ça, c'est quelque chose d'absolument irremplaçable. C'est ce qui fait aussi que, du coup, quand vous entendez d'autres venir vous raconter la vie, comment vous dire, vous n'êtes pas très impressionnable. Voilà. Merci beaucoup. Et cette notion de durée, ça me faisait penser à Morgane Viennet, c'est-à-dire 17 ans. C'est aussi, on construit, que ce soit une ville, mais un établissement, un projet, un rapport au territoire, bah pareil, ça ne se fait pas en 2 jours. Alors peut-être quand même une dernière petite chose, ça je le dis pour Sophie Boissard et tout le monde, il faut bien choisir les chefs d'établissement quand même. Voilà. Parce que ça peut nous casser des dynamiques, mais alors en quelques semaines. Donc ça, il faut y faire très attention. On a vu le centre, mais toujours pareil. Je dirige un master qui forme. Oui, mais on voit aussi. Moi, je dirige des étudiants, qui vont diriger ensuite des établissements, et on voit bien, c'est d'abord la personnalité qui compte. Oui. On le voit dans le tissu associatif, on voit un peu partout. Et c'est le risque aussi. C'est parfois une personne part ou change, et après il faut reconstruire quelque chose. Comme quoi, l'être humain, il est quand même central. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est rassurant. C'est rassurant. On vous remercie encore. Je crois qu'on peut vous applaudir. Voilà, parce que pour une fois qu'on est là, je veux dire, en présence, c'est aussi sympa. Désolé, parce que je dois malheureusement effectivement vous abandonner, mais en tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Au revoir. Alors, justement, Morgane Viennet, on évoquait toutes ces questions, et vous aviez commencé avec Fabien autour de cette notion d'achat local et autres. Et je voudrais qu'on revienne justement sur la ferme de Galie, qui est une des expériences que vous avez menées ensemble, de fait. Donc peut-être nous redire un petit peu, au-delà des confitures de fraises, j'espère on va pouvoir les goûter tout à l'heure, mais non ? Non, j'en ai pas apporté. C'est dingue. Voilà. Mais on est d'accord. Bon, c'est vraiment... Voilà. Mais en tout cas, nous raconter un petit peu cette histoire-là. Donc ce projet, on nous l'a proposé en partenariat avec la ferme de Galie. Donc comme vous disiez, où c'est un producteur qui a vraiment planté ses fruits parce qu'il y avait une commande, une demande derrière. Et nous, on a été finalement livrés de ces fruits et avec une réflexion avec les résidents sur... D'accord, on allait faire des confitures, mais au-delà, qu'est-ce qu'on allait faire avec le développement en cuisine de plusieurs déclinaisons de fraises? On a pu réaliser, on a eu des bavarois, on a eu des mousses, enfin il y a eu un
un buffet exceptionnel qui a été fait, mais également avec les résidents de pouvoir se réapproprier ce fruit, de se souvenir de la fraise, se souvenir comment on faisait la confiture, de se remémorer des choses, et comme je vous disais aussi, de se redonner ce sentiment d'utilité, parce que c'est eux qui viennent avec ce savoir. Monsieur Copé parlait de la transmission, et justement, avec des collègues, on ne connaissait pas forcément comment on faisait les confitures, et il y avait des conseils comme ça qui s'échangeaient, et finalement on était dans ce changement de rôle où finalement on les accompagne, on les accompagne parce qu'il y a des fois des dépendances et un besoin de soins, et là finalement ils nous apportent quelque chose, et on est quelque chose pour rééquilibrer cette relation. Et également, comme je vous disais, dans la relation à leurs proches, où finalement leurs enfants, leurs conjoints viennent, leur apportent des affaires, leur apportent des fois des douceurs, etc. Et là, finalement, c'était aussi l'occasion de pouvoir faire don de quelque chose qu'ils avaient créé et d'être fiers de cette création. Et je retrouve un peu la même chose, comme quand par exemple on fait des ateliers de création d'art, un peu orientation art-thérapie, où finalement à plusieurs mains ou seul, on va créer des œuvres à partir d'un texte, à partir d'un autre tableau, et finalement on a ce vernissage où finalement ils vont montrer à leurs proches, à leurs pairs aussi, qu'est-ce qu'ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par cette création, et finalement on est dans la reconnaissance de soi et un impact important sur l'estime de soi. Et ça, j'ai retrouvé ça dans les confitures avec le partenariat avec la ferme de Galie. Merci beaucoup. Fabien, très rapidement, dans tout ce que vous faites, il y a aussi la question de l'emploi, de la formation. J'aimerais bien, alors on est très serré par le temps, parce qu'on a pris un peu de retard, mais en quelques mots, vous nous disiez quelque chose autour de cela. Oui, parce que le territoire, c'est aussi ça, c'est aussi l'emploi, c'est notre interaction. 17 ans, ça parle lui-même. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un sujet. On sait aussi qu'on est sur des métiers sur un territoire. Ces métiers, aujourd'hui, on ne se le cache pas, on est en tension sur ces métiers. Et une des ressources, c'est aussi comment je crée sur mon propre territoire des ressources qui vont devenir demain mes futures ressources et potentiellement qui vont rester 17 ans dans la maison. Donc ça, c'est un vrai sujet. Morgane évoquait tout à l'heure le partenariat avec un lycée hôtelier. Ça crée du lien. Créer du lien comme ça sur un territoire, se faire connaître. Effectivement, il y a une vraie notion de... la maison, c'est quelque chose, pour le commun des mortels, assez abstrait et qui peut faire appréhension. Et ça, se faire connaître, avoir des résidents qui vont vers l'extérieur, c'est aussi s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est prépondérant. Donc c'est une vraie thématique sur l'attractivité et comment je crée des emplois sur mon territoire. Aujourd'hui, on a des partenariats avec des lycées hôteliers pour accueillir des stagiaires. On a aujourd'hui à peu près 115 à 120 apprentis sur nos territoires pour nos propres métiers, juste la cuisine, etc. Mais tout ça, c'est des gens qui vivent à 20 km autour de nos maisons. Donc tout ça, ça alimente. Et tout ce lien dont vous évoquez tout à l'heure, où vous disiez le lien avec l'extérieur et j'entre et je sors, ben ça en fait partie. Et toute cette thématique, cette économie fondamentalement circulaire, sociale, tout ce qu'on veut, sur un territoire, ben elle s'alimente par ce biais-là. Je peux rajouter quelque chose ? Très vite alors. D'accord. Ça me fait rebondir justement ce côté de faire connaître nos pratiques, comment on accompagne. Je vois au sein de la résidence avec l'IDEC, avec des soignantes et moi-même, l'animateur aussi, nous donnons également des cours dans un IFSI et justement ça permet de faire connaître notre accompagnement, nos spécificités et on voit qu'on a des stagiaires qui souhaitent venir chez nous parce qu'on a cet accompagnement singulier avec des projets particuliers qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et des valeurs, une orientation. Et c'est vrai que je pense que ça contribue justement à se faire connaître et à permettre d'avoir des personnes de qualité avec cette dynamique finalement. Voilà. Merci beaucoup. Tout ça est utile et positif. Valérie, en quelques mots, est-ce que le Gérontopole a un travail sur le territoire, en particulier auprès des élus, pour à la fois sensibiliser à ces questions-là et aussi peut-être sensibiliser à quoi sert un EHPAD, d'une certaine manière, et en quoi ça peut être positif, comme ce qui a été raconté? Alors effectivement, le Gérontopole, en tout cas pour celui qui concerne la Normandie, est parti au départ d'ailleurs d'une volonté des élus de ce territoire de prendre en considération le vieillissement de la population sur la Normandie, comme le reste de la France, mais avec cette thématique propre à notre région. Et effectivement, une de nos actions aujourd'hui est de travailler au plus près avec les élus. Alors, grâce aussi, Monsieur Copé l'a pas cité, mais au réseau Ville Amie des aînés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes de France qui sont membres de ce réseau, et c'est un super
super outil pour justement que les élus intègrent ce sujet et travaillent ensemble et regardent ce que fait le voisin de la ville d'à côté pour ramener l'idée chez lui. Donc actuellement, le Gérontopole travaille sur ce livre blanc à destination des élus normands. Bon, on souhaitait le sortir avant les municipales. Le Covid est passé par là, c'était compliqué, mais il va sortir là début 2022. Et ça va être l'occasion aussi de former encore les élus, parce que même s'il y a une volonté, il y a encore des choses qu'ils ne voient pas ou qui ne voient pas les liens justement avec les sujets économiques, avec les sujets de mobilité, avec les sujets d'habitat, bien sûr. Donc effectivement, notre rôle, il est là, il est d'aller chercher les élus d'un côté, les acteurs économiques, les architectes, les soignants, enfin tous ceux qui sont concernés par ce sujet et qui parfois se parlent pas, alors qu'ils ont plein de choses en commun à se dire et à faire ensemble surtout. Merci beaucoup. Aude, on a plein de questions, mais on n'aura pas le temps pour toutes les questions, je préviens tout de suite. Non, effectivement, on est un petit peu en retard. Donc, je vous propose de répondre au moins une question sur Internet. Et puis, s'il y a une question dans la salle, on la prendra aussi bien volontiers. Alors, une question très concrète pour vous, justement, Morgane. Je pense que tout le monde a été impressionné par toutes les sorties qui sont organisées par votre établissement. Donc, comment faites-vous, justement, pour résoudre les problèmes de transport, d'accompagnement des résidents pour et sillonner presque la France avec les résidents de votre établissement? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, l'atelier, actuellement, j'ai un cycle d'atelier, ça s'appelle Atelier Balade, où avec un certain nombre de résidents, toutes les semaines, on fait une sortie en partenariat avec la psychomotricienne. Au-delà de préserver les capacités, évidemment, c'est garder le lien avec l'extérieur pour en conséquence, favoriser le bien-être au sein de la résidence. Par exemple, là, on a un véhicule léger, style Kangoo, je ne sais pas trop comment dire, où on peut sortir avec 4 résidents. Et ma collègue me suit, ou par exemple, quand elle est absente, je vais demander à une salariée de pouvoir m'accompagner pour réaliser ces sorties. Et également, en partenariat avec Corian-sur-Meaux, au fil du temps, ils nous prêtent gracieusement un minibus où on peut sortir là avec 9 personnes. Donc, on arrive à trouver comme ça des solutions pour sortir. Ça peut être également des sorties à pied autour de la résidence, tout bêtement. Comme vous disiez, d'aller chercher le pain. L'année passée, c'était Covid, c'était compliqué, mais on était allé chercher des gâteaux, on avait fait des petites choses comme ça, et on essaye de lancer des choses à notre niveau. C'est vrai que quand le Covid est passé par là, ça a restreint toutes les sorties au Gabatrem, bien évidemment, ça s'est arrêté, mais les balades, on a pu les reprendre. Donc ça a été l'extérieur, ça a été la réserve naturelle du Grand Voyeux, ça a été le parc du Paty, ça a été des choses comme ça. Et puis petit à petit, on réintègre d'autres lieux qui sont ouverts, avec notamment le biais du pass sanitaire. Ce matin, par exemple, j'étais à l'exposition Feu les Moulins de Meaux au musée Bossuet, par exemple. Et comme ça, toutes les semaines jusqu'en octobre, j'ai un petit planning avec la collègue sur on fait une sortie et en fonction des résidents, de leurs envies, on va fixer les lieux. Donc par exemple, l'envie de ce matin, c'était il faut absolument retourner voir la cathédrale de Meaux. Donc on sait qu'avant fin octobre, on ira voir la cathédrale de Meaux. Donc on a des choses comme ça. Après, oui, c'est de l'organisation. Si ma collègue n'est pas là, je vais trouver le moyen d'organiser la sortie quand même. C'est des choses qui doivent faire durer. On avait une discussion juste avant où finalement, c'est vrai que des fois, il y a des aléas, mais il faut être persévérant, je dirais. Et il faut essayer de trouver des moyens, des astuces pour continuer à mettre en place ces projets ou des partenariats. Ça peut être, pourquoi pas, on avait réfléchi, peut-être des bénévoles, des choses comme ça, mais ou des familles peut-être en accompagnement. Il y a quelques, quand on faisait les sorties au Guéatrem, il y avait une famille ou deux qui avait accompagné une fois, par exemple. Donc il y a des moyens peut-être de trouver d'autres ressources pour nous accompagner. Mais je pense que c'est tellement important ce lien avec l'extérieur qu'il faut trouver des ressources sur place pour pouvoir les mettre en place. Voilà. Bon, il y a de la conviction en tout cas et du plaisir. Je suis passionnée. Voilà, ça se voit. Merci beaucoup. Alors, peut-être une question dans la salle. Je rappelle également qu'on va bientôt clôturer le jeu concours pour ceux qui nous suivent en vision. Donc, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire. Alors, est-ce qu'il y a une question sur du public ici présent? Le public posera la question à la deuxième phase. Voilà, parce que comme on est très, très serré, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux de ces interventions. Et vous allez être remplacés. Du coup, je vais vous demander à Lalice Roy et à Lydie Bracard de bien vouloir prendre place. Alors, Lalice Roy, on a beaucoup parlé
de formation déjà avec Fabien tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'entrer-sortir de ces établissements. Mais vous, votre établissement, on l'a repéré aussi parce qu'il y a un sacré boulot en termes justement de formation, en termes d'accueil des élèves, de scolaires, de jeunes, et ainsi de suite. On voulait vous entendre autour de ça parce que voilà, vous, c'est ça votre marque de fabrique. Il y a vraiment quelque chose autour de ça, comme une passion là aussi de transmettre le métier, d'accueillir. Voilà, on voulait vous entendre autour de ce sujet-là. Donc je suis Yaliso Arroy, je suis la directrice de Corian Bonisiaka qui se trouve à Bondy dans le 93. Effectivement, Corian Bonisiaka accueille des stagiaires dans différents cœurs de métiers. Nous avons en partenariat une trentaine de centres de formation, de lycées professionnels comme le lycée Henri Sellier qui se trouve à Livry-Gargan. Pour la préparation de bac pro, accompagnement, soins et services à la personne et en animation. Nous accueillons des stagiaires et de soignants venant de tout le territoire Île-de-France. Des formations infirmiers également, essentiellement sur le 93, mais on reçoit aussi du 95 et du 77 et du 75. Corian Bonisiaka accueille également des personnes qui rentrent dans le dispositif d'insertion et de parcours certifiant pour les titres professionnels d'assistante de vie aux familles, d'agents hospitaliers, gouvernantes, de techniciens de surface, en restauration également. Donc on accueille toutes ces personnes-là dans le bassin 93 et au-delà. On reçoit également des stagiaires dans la filière paramédicale comme la formation psychomotricienne. Et on accueille aussi des stagiaires médicales, des médecins pour devenir médecins coordonnateurs. Donc vraiment, c'est tout un panoplie de stagiaires, sans oublier aussi même les élèves de troisième qui découvrent le métier et le monde du travail. On accueille des stagiaires en bac pro secrétariat, BTS gestion et également en master 1 et 2 pour les personnes qui se forment pour devenir directeur d'établissement. Donc on accueille toutes ces stagiaires-là, je pense, grâce à la bonne dynamique de l'équipe d'encadrement et l'adhésion des équipes. C'est très important parce que même si j'ai envie de faire appel aux stagiaires et puis d'accorder les demandes des lycées et des centres de formation, il faut vraiment l'adhésion des équipes. Donc des fois, on se pose des questions qu'accueillir des stagiaires, c'est un gros travail d'encadrement et d'accompagnement. Et l'autre jour, j'avais posé la question en disant est-ce que accueillir des stagiaires, est-ce que le jeu en veut la chandelle? Donc là, la réponse pour moi en tant que directeur, oui. Ça vaut vraiment le coup d'accueillir et puis d'élargir ces partenariats pour plusieurs raisons. C'est l'ouverture de l'établissement sur notre territoire, le partage de nos bonnes pratiques professionnelles, former aussi nous emmène à certains recrutement, parce que vous savez qu'en ce moment, on est tous conscients des difficultés de recrutement et les enjeux dans les recherches de personnel soignant, pour que ce soit infirmier ou aide-soignant. Donc, c'est très important d'accueillir des stagiaires. C'est un des outils qui permet de lutter contre d'éventuelles maltraitances. Pourquoi ? Parce que la multiplication des regards extérieurs empêche de s'éloigner des bonnes pratiques.
parce que en plus, on enseigne tout au long des stages des bonnes pratiques, mais quand on est en présence de personnes de l'extérieur, des personnes qui viennent pour apprendre le métier, ça nous permet vraiment de faire très attention et donc de limiter ces problèmes de maltraitance. Et recevoir aussi et accompagner des stagiaires, bien évidemment, apporte une image positive de l'établissement et aussi un écho positif dans le sens où la disponibilité et la qualité de l'accompagnement de l'équipe d'encadrement compte beaucoup pour que les personnes puissent revenir et avoir cet écho-là dans notre territoire. D'accord. Voilà. Donc toutes ces choses-là, ça vaut le coup. C'est pour ça que j'ai dit, voilà. il faut accueillir, y aller, il faut en parler. Il faut accueillir des stagiaires. Merci beaucoup. Voilà. Lydie Roy-Accart, vous êtes de l'autre côté. Pas vraiment, parce que tout ça est évidemment en symbiose. Mais voilà, vous êtes enseignant dans le lycée professionnel à Livry-Gargan. Vous avez justement des classes qui forment pour les jeunes personnes qui vont devenir aides-soignants ou autres. D'ailleurs, je devrais dire aides-soignantes, parce que très majoritairement, ce sont des filles, mais il y a aussi quelques garçons. C'est aussi un sujet, d'ailleurs, je présume pour vous. Et en quoi, justement, ce lien avec les établissements, il est utile, je dirais à la fois, on pense en termes de métier, mais il est sans doute aussi utile en termes pédagogiques et peut-être aussi en termes de considération, justement, pour reprendre ce terme, ou d'estime de soi pour des élèves qui, parfois, n'ont pas eu que des parcours, disons, peuplés de roses. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Lydie Bracard. Je suis de formation infirmière et je suis enseignante au lycée Henri Sellier à Livry-Gargan. Donc nous formons les élèves au bac professionnel ASSP, accompagnement soins services à la personne. Donc les élèves, pour obtenir leur diplôme, doivent valider 10 semaines de stage obligatoire. Donc 10 semaines de stage obligatoire, principalement dans les maisons de retraite. On a, en fait, c'est très important le partenariat, donc, notamment donc, avec l'EHPAD Boniciaca, parce que nous rencontrons des difficultés parfois pour placer les élèves dans les établissements. Donc nous aimerions, nous, l'équipe pédagogique, pouvoir élargir ce partenariat sur donc, Sevran, Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Villemomble, et il y a la clinique Sully aussi sur Livry-Gargan. Donc nous, c'est très important le partenariat. Après, donc, concernant le stage, c'est important pour l'élève parce que ça permet d'avoir une connaissance plus précise du travail d'accompagnement de la personne âgée. Donc ça permet de faire un lien avec l'enseignement théorique. Donc l'élève, en fait, elle va donc construire une expérience professionnelle. Cette expérience professionnelle va lui permettre de construire son projet professionnel, de se conforter dans ses choix d'orientation, de prendre confiance en elle. C'est vrai que les élèves, elles sont très jeunes, hein, elles sortent du collège, donc elles sont très jeunes. Il y a quand même une appréhension quand même de la personne âgée. Elles appréhendent beaucoup ce milieu. C'est pour ça que le stage auprès de la personne âgée ne démarre qu'en classe de première. Donc du coup, elles ont besoin d'un accompagnement, hein, tant au niveau des stages que aussi au niveau donc, de notre lycée. Donc on prépare les élèves bien en amont, avant le départ en stage. Et ensuite, on fait un bilan également après le stage. Donc après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, c'est vrai on est d'accord que c'est une obligation. C'est une obligation, elles sont obligées. 10 semaines, oui. Donc, et une partie vers les personnes âgées. Alors, c'est vrai que comme elles sont mineures, les élèves aimeraient aller à l'hôpital, trouver des stages en milieu hospitalier, donc c'est pas possible parce qu'elles sont mineures à l'hôpital. Et donc du coup, après ça peut être aussi dans les établissements pour accueillir les enfants porteurs de handicap, mais principalement les élèves, elles vont principalement auprès de la personne âgée dans les EHPAD. Donc nous, notre but, c'est quand même d'élargir ce partenariat parce que on rencontre des difficultés. On a quand même une fois à peu près 120 places nous sur notre lycée pour pouvoir placer tous les élèves. Est-ce que vous voyez ces jeunes filles et parfois ces jeunes garçons se transformer et prendre de l'assurance à travers cette expérience-là? Oui, on voit évoluer l'élève. C'est vrai qu'après, c'est vrai qu'au niveau c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a de moins en moins d'élèves qui souhaitent se diriger vers le métier d'aide-soignant. En fait, l'objectif, c'est d'être infirmier souvent, mais souvent, il n'y a pas forcément le niveau pour devenir infirmier. Donc, souvent, on essaie de les diriger sur plutôt la formation d'aide-soignant.
Puis après, quand on est aide-soignant, on peut après faire une formation d'infirmier derrière. Tout dépend aussi du niveau de l'élève, mais de l'investissement. Quand il y a de la motivation, il n'y a pas de problème. Donc, il faudrait essayer de trouver des petites passerelles, parce que là, je pense qu'il y a des problèmes de recrutement, parce que nos élèves veulent de moins en moins faire ce métier d'aide-soignant, malheureusement. Donc, on essaie quand même de valoriser. Donc, ce serait bien peut-être aussi de faire qu'il y ait plus de liens aussi, de faire peut-être rentrer les professionnels de terrain dans les lycées aussi, pour y avoir aussi un partenariat par rapport à ça, que les professionnels puissent se déplacer dans les classes pour parler un petit peu de leur expérience. Et puis, en fait, il faut vraiment valoriser le métier de soignant pour donner envie à nos jeunes de se diriger vers ces formations. Alors, je pose une question à vous deux en même temps. Vous allez essayer de ne pas répondre en même temps. Mais c'est quoi, pour vous, un stage réussi ? Alors, un stage réussi, pour moi, c'est lorsque l'élève a bénéficié d'un encadrement de qualité. En fait, il faut qu'il y ait une bonne ambiance de travail, qu'il y ait une bonne relation avec le tuteur de stage. Il faut en fait que l'élève puisse se représenter une image positive du métier. Donc, pour moi, c'est fondamental. La qualité du stage passe avant tout par la qualité de l'encadrement, l'ambiance. Voilà. Pour moi, c'est fondamental. Alors, il y a le travail, en effet, le travail que nous faisons au sein du lycée, mais après, au niveau des établissements, pour moi, c'est très important. Et Madame Roy, pour vous ? Eh bien, pour moi, je pense que il faut 3 ingrédients pour réussir un bon stage. C'est un bon établissement, un bon tuteur et un élève motivé. Voilà. Donc pour l'établissement, il est impératif que ce lieu de stage soit un lieu où les bonnes pratiques sont en place et suivies et appliquées aux professionnels. Comme ça, au moins, quand l'apprentissage arrive, les stagiaires arrivent et acquièrent les bonnes pratiques professionnelles. Pour le tuteur, il faut... la disponibilité, l'écoute, la patience, bien évidemment, et aussi l'accompagnement tout au long du stage. Voilà. Et pour le stagiaire, bien évidemment, il faut que le stagiaire soit motivé, disponible pour bien assimiler l'ensemble des compétences données par le tuteur. Et je pense que pour aussi qu'un stage soit réussi, il est important de faire adhérer l'ensemble des équipes d'encadrement et l'équipe soignante de l'établissement, enfin l'ensemble des équipes et les responsables de service à ce partage d'expérience à bénéfice réciproque, puisqu'on a vraiment besoin de stagiaires. Merci beaucoup. Je vais finir avec vous, Valérie. C'est sur un plan local. Donc, c'est pas là où on décide les salaires, par exemple. Sur un plan local, comment est-ce qu'il y a des marges de manœuvre ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour donner plus envie à des jeunes, justement, d'aller dans ces métiers ? Alors, je pense à un exemple tout récent. Au sein du Gérontopole, on travaille maintenant avec les services civiques seniors. Et on a travaillé avec l'UNIS pour justement faire connaître ce développement actuel des services civiques vers les métiers des seniors. Donc on a travaillé avec les EHPAD, les établissements accueillant des personnes âgées, aussi d'autres établissements. Mais il faut effectivement casser un peu des a priori, des barrières, une image un peu négative quand même. C'est vrai que les choses ont évolué, Dieu merci, mais des images encore négatives qu'il peut y avoir autour de la personne âgée et de ceux qui prennent soin de la personne âgée. Donc il faut montrer aux jeunes tout ce qui se fait. Bon, tout n'est pas parfait, il ne faut pas non plus idéaliser, mais montrer que justement il y a encore une marge aussi d'amélioration que le jeune peut amener. Parce que j'avais envie de répondre à la question précédente. Moi, j'ai aussi... je suis toujours infirmière, j'ai été formatrice pendant quelques années et responsable des stages. Et un stage réussi, ça doit être un moment d'échange. C'est pas l'élève qui vient prendre ou l'étudiant qui vient prendre, c'est pas l'étudiant qui vient pallier le manque de personnel. C'est vraiment un moment de rencontre. Les interrogations de l'étudiant doivent aider les équipes à progresser aussi. Donc c'est dans les deux sens, quoi. Et effectivement, pour donner envie à ces jeunes de s'engager dans ces métiers-là, alors il faut effectivement qu'il y ait un profil de carrière, parce que être soignante, c'est bien, mais on a envie effectivement souvent de faire plus. Et bon,
moi, c'est mes 35 ans d'infirmière qui me disent qu'aujourd'hui, en fait, l'aide-soignante, elle est quand même indispensable et qu'il faut vraiment revaloriser ce métier parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'établissements travaillent plus avec des aides-soignantes qu'avec des infirmières. Hein. Donc, heureusement qu'elles sont là, donc il faut les valoriser. Alors, effectivement, ça passe par les salaires et il va falloir encore beaucoup de Ségur pour que ça s'améliore. Mais voilà, et puis, il faut montrer aussi cette image d'échange. Enfin, j'ai bien aimé ce qu'a dit M. Copé sur le tragique. Hein. Tous ces anciens qui ont une vie, qui ont une histoire, qui ont un passé, dont le jeune ne connaît pas grand-chose. Et cette nécessité de passerelle de mémoire, hein, d'ailleurs c'est le nom d'une association, mais de passer cette histoire d'une génération, de plusieurs générations. Donc voilà, chacun peut améliorer les choses, mais je vous dis, bon là, nous, on travaille tout de suite les services civiques, c'est compliqué, mais on s'aperçoit. Alors, après, il y a des jeunes très jeunes, et 16 ans, c'est peut-être un peu jeune pour se confronter à la fin de vie, à la mort, hein, parce qu'on sait que c'est ça qui fait peur quand même. Mais il faut aussi aller chercher des gens qui ont plus de 30 ans, qui ont vécu d'autres expériences professionnelles, et qui se redécouvrent dans ces métiers, et qui voient qu'en fait, ils ont des compétences qu'ils ignoraient, et qui sont très heureux de développer, quoi. Merci beaucoup. Alors, on a abordé plein de sujets. On voit qu'on va d'ailleurs poursuivre sur ces questions-là d'une manière ou d'une autre. Peut-être là maintenant, Aude, on est un petit peu en retard. Et je propose qu'on passe sur quelques autres éléments qu'on avait prévus pour cette fin de journée. Officiellement, on termine à 19h30. Donc, je le rappelle. Oui, alors on a reçu pas mal de questions. Donc, on s'engage à apporter... Voilà, des réponses, on fera parvenir aux intervenants vos questions et on communiquera les réponses via la synthèse de ce plateau qui sera bientôt disponible sur le site de la Fondation. Oui, je voulais juste vous faire un petit point d'actualité de la Fondation et d'actualité de nos partenaires, puisque nous avons un partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale qui, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer la semaine prochaine, le 21 septembre, lance sa 4e campagne de mobilisation nationale et d'appel aux dons pour financer, aider à la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Alors, pour faire un don, voilà, c'est très facile. Vous pouvez simplement vous rendre sur le site de la Fondation pour la recherche médicale, frm.org, ou envoyer le mot « oubli » par SMS au 92 300, ce qui vous permettra de faire un don de 10 € qui sera directement prélevé sur votre facture téléphonique. On n'arrête pas la modernité. Voilà, et donc nous relayerons évidemment cette campagne dès la semaine prochaine, et nous aurons l'occasion de consacrer également certainement un plateau en 2022 avec la Fondation pour la recherche médicale sur l'avancée de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Et puis, un point d'actualité de la Fondation, puisque nous nous retrouverons ici même le 18 novembre prochain, cette fois-ci à l'occasion de la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition, pour un plateau intitulé « Le bonheur est dans l'assiette », où on aura encore l'occasion de valoriser beaucoup d'actions autour de l'assiette et ces moments finalement de convivialité voilà, que sont les repas. Voilà pour les petits points d'actualité, et je vous propose de passer à la séquence remise de prix de la Fondation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons le lauréat cette année, l'association Secanto. J'invite peut-être son président à nous rejoindre, et on en profite pour vous remercier. Voilà. Et on peut les applaudir. Voilà. Voilà. Et, alors, il faut dire aux hôtes que ça n'a pas été trop compliqué pour ce prix. C'est-à-dire qu'il y a une unanimité très très vite qui s'est faite dans la première sélection comme dans la deuxième. Donc voilà, il faut aussi le dire. On ne va pas le dire en chantant, mais on va le dire quand même très fortement. On va vous laisser dire quelques mots pour présenter votre belle association. Et ensuite, Madame Boissard reviendra vous remettre votre prix. Donc, merci beaucoup de nous recevoir et de nous faire l'honneur de nous soutenir. Donc, je m'appelle Hervé Fitt, je suis le président de l'association, une association que j'ai créée donc, il y a maintenant 23 ans. Et cette association, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, fait quelque chose de très simple. Et on parle entre gens qui connaissons en fait les maisons de retraite, la relation entre les personnes âgées, entre le personnel, c'est à la fois très très simple. Et nous, c'est très simple, on va chanter en fait, et on va apporter de la musique dans les maisons de retraite pour créer un moment un peu de magie et de rencontre. On fait ça
en sachant que les maisons de retraite que nous visitons, ce sont et les établissements, enfin les EHPAD et les hôpitaux gériatriques que nous visitons, ce sont des établissements qui sont repartis un peu partout en France. Notre objectif, c'est vraiment de créer ce lien, de briser la solitude. C'est absolument pas de chanter. Le chant, c'est vraiment le prétexte à la relation. Le sens de notre action, c'est vraiment de s'inscrire dans la durée et de créer cette relation intergénérationnelle. Concrètement, en quoi ça consiste? Un dimanche après-midi par mois, les bénévoles de Secanto vont dans la maison de retraite, la même maison de retraite pour l'année, visiter les personnes âgées, chanter avec elles et se rencontrer. C'est extrêmement simple. Et de ce petit moment extrêmement simple sort cette magie qui fait qu'on dépasse en fait le chant et qu'on est vraiment dans la rencontre vraie. Notre deuxième objectif à travers ça, en fait, et là on est un peu dans la thématique des territoires. Nous, notre objectif depuis le départ, c'est pas de faire ça dans une maison de retraite, c'est de faire ça dans le plus de maisons de retraite qu'on puisse, dans lesquelles on peut aller. Il y avait 10 000 établissements gériatriques en France il y a quelques années. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui. En tout cas, il y en aura de plus en plus. Et on se dit toujours, nous, aujourd'hui, c'est 35 établissements. Pourquoi pas aller dans le double, hein. Je ne vais pas dire 10 000, mais en tout cas, déjà, faisons le double. Voilà. Donc, c'est ça notre objectif. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de faire venir des bénévoles de tout âge. Voilà. Puisque M. Copé a cité Uderzo et Astérix, je ne me priverai pas de citer Hergé, celui qui a créé Tintin, qui disait qu'en effet, les bénévoles, les sélecteurs avaient de 7 à 77 ans. Nous, on peut dire qu'en fait, nos bénévoles, ils ont de quelques jours à une vie, puisqu'on a des bénévoles qui sont retraités, voire très anciens, et on a beaucoup de bénévoles jeunes. On a Rachel qui fera le tirage, qui a 12 ans, et qui fait partie de nos bénévoles. Donc l'association, le but, c'est vraiment de se développer. Aujourd'hui, cette dynamique, cet enthousiasme, et l'énergie que vous nous donnez en nous soutenant fait qu'aujourd'hui, nous sommes 800 bénévoles, dont 200 enfants. Nous sommes présents dans 35 équipes. Quand on parle de territoire, on est présent dans 8 régions. Beaucoup la région parisienne, mais on est une association très provinciale. 60% de nos équipes sont province. On est présent dans 17 départements et dans 20 villes. Voilà. Nous, notre objectif, grâce à vous, grâce à la Fondation, grâce au groupe Corian, ça sera de développer tout ça, de maintenir cette dynamique au profit de nos aînés. Voilà. Merci encore. Merci, on peut vous applaudir. Merci. Voilà. Et le moment tant attendu est arrivé. Symboliquement, j'ai donc l'honneur de vous remettre ce chèque. On a la version plus pratique pour que vous puissiez effectivement en faire bon usage et que votre association puisse continuer à prospérer et à accompagner le plus de maisons de retraite et d'établissements gériatriques possibles. Voilà, bravo. Merci. On vous applaudit et puis on ne va pas se quitter comme ça. Alors, peut-être, Sophie, quelques mots de conclusion sur toute la... Alors, est-ce qu'on a fait toutes les photos, attendez, quand même? Il y a le tirage au sort. Voilà, tirage au J'ai sort failli pour oublier le savoir, tirage au sort. Il y a Rachel qui a tout préparé. Voilà, donc on est à un moment particulier. Attendez, on va quand même faire... voilà, vous voulez... Venez. Voilà. Et les précédents prix, nos précédents lauréats ont continué à travailler avec nous dans la durée. C'est comme ça qu'on a commencé les podcasts de mémoire orale. C'est comme ça qu'on a travaillé sur la formation des personnes âgées, des seniors aux outils digitaux. C'est comme ça qu'on a travaillé aussi sur les recettes d'antan. Enfin, chaque lauréat en fait nous a apporté quelque chose au réseau et a continué sur le chemin avec nous. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour Secanto. Et donc, c'est pour ça que le tirage au sort est important. Voyons. Absolument. Alors, on viendra visiter après un des établissements. On viendra certainement assister effectivement à une représentation de Secanto dans un établissement. Alors, je crois qu'on est en train de finaliser... on n'a pas de boule comme au loto, mais on devrait. Non. Voilà. C'est au niveau informatique. On va peut-être appeler Rachel. Effectivement, vous en parliez, qui est avec nous. Viens, n'aie pas peur. On est Rachel et on l'applaudit. Voilà. Parce que c'est vraiment sympa.
Et on parlait d'intergénération, je crois que ça a aussi du sens. Rachel et la main innocente, c'est ça. Voilà, que vous Exactement. nous rejoigniez. Une jeune Venez avec bénévole nous, de voilà. l'association Secanto, donc qui illustre bien effectivement l'intergénérationnel dont vous parlez. Donc bravo déjà pour venir comme ça auprès des plus âgés dans les maisons. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ce que ça t'apporte, sur ce que tu aimes bien? On va chanter après. J'aime bien chanter avec mes amis et ma famille. Et aussi, j'aime bien voir les personnes âgées joyeuses de nous entendre chanter. Bravo. Merci beaucoup. Être en joie, c'est quand même pas rien, c'est vrai. Alors, je me tourne vers Dricia. Sommes-nous prêts? Oui. Alors, écoute-moi bien. Tu vas devoir me donner un premier nombre entre 1 et 9. 1 et 9 sont inclus. 5. 5, très bien. Alors, on donnera les résultats après. Et alors, un second nombre entre 1 et 6. 1. 1. Bon, allez. Alors, du coup, on va peut-être donner les résultats en direct parce que je pense qu'on nous suit. Alors, le gagnant pour les établissements Corian, c'est EHPAD Corian, l'île verte à Grenoble. Alors, Corian, l'île verte à Grenoble, bravo. Corian, l'île verte à Grenoble, voilà ce que tu as choisi. Et le deuxième, donc hors du réseau Corian. Les 4 saisons à Bagnolet. Les 4 saisons à Bagnolet. Voilà. Bravo. Voilà. Bon. Hervé, vous avez des équipes à Bagnolet ou près de Bagnolet et de Grenoble? À Grenoble, tout à fait. Et à Bagnolet, il y a beaucoup d'équipes à Paris. C'est ce que je disais, une quinzaine d'équipes Paris et région parisienne. Et donc, Rachel, elle vient de Verrières-le-Buisson. Voilà. Mais donc Bagnolet, il n'y a pas d'équipe. Donc on va travailler là-dessus. Une équipe parisienne oui, qui viendra... oui, voilà, pour essayer, l'idée c'est de créer, là où on peut, des équipes. Donc en Bagnolet, en effet, on peut essayer de créer une équipe en faisant venir des bénévoles. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Madame Voissa, on va vous laisser faire un petit mot de conclusion avant qu'on chante tous ensemble. Alors, quelques mots de conclusion très rapides à celles et ceux qui sont ici présentes et celles et ceux qui sont présents virtuellement. D'abord, pour remercier nos intervenantes des 2 plateaux et vous dire, je pense qu'on l'a tous perçu, à quel point la richesse des liens qui se constituent permettent à nos établissements de bien soigner, bien accompagner et finalement d'être fidèles à leur mission. Auprès des personnes âgées, auprès des plus fragiles, auprès des aidants, et à quel point nos réseaux sont finalement des lieux de vie du quotidien, des lieux de formation, des lieux de développement. Et je pense que je voudrais dire à quel point ce qui a été dit lors de la 2e table ronde sur la formation est pour moi probablement un des sujets les plus importants pour notre secteur. Et c'est en tout cas personnellement mon combat pour les mois et les années qui viennent. Quand on voit aujourd'hui, en sortir de la crise, à quel point on se retrouve, tout secteur confondu, en tension sur les ressources de soignants, d'animateurs, de cuisiniers. Je pense vraiment qu'il faut qu'on continue à s'organiser, puisque visiblement les canaux de formation et les canaux de recrutement habituels ne marchent plus ou ont été grippés ou abîmés par la pandémie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il faut qu'on comprenne. En tout cas, ça nous encourage plus que jamais à jouer complètement notre rôle d'apprenant et à accueillir des jeunes, des moins jeunes, en formation pour leur faire découvrir et les accompagner dans nos beaux métiers et dans notre belle mission. Et je crois que c'est ça aussi, la proximité. On a parlé de considération, on a parlé de lien, on a parlé de présence, de proximité. Ça s'incarne aussi et d'abord par finalement les hommes et les femmes qui font vivre nos métiers. Voilà, merci beaucoup. On se retrouvera pour un prochain plateau Aude le 18 novembre. Le 18 novembre, voilà. Donc notez d'ores et déjà cette date dans vos tablettes, en présentiel, comme on dit effectivement, ou en virtuel pour le 18 novembre. Et puis, on va terminer en chanson. Bravo.
en chanson et en musique, puisque j'ai bien retenu qu'il y avait à la fois le chant, la voix étant un instrument de musique, comme chacun sait, enfin pas pour tout le monde, hein, mais voilà, et puis le chant et sinon la musique. Hein, il y a les deux. Tout à fait. Alors on a choisi une chanson qui est assez simple, qui est assez connue, qui fait partie des chansons traditionnelles françaises. On a beaucoup de chansons traditionnelles dans notre répertoire. C'est normal, les personnes âgées connaissent ces chansons-là. Même si c'est un répertoire qui évolue avec le temps. Parce que les personnes, hein, donc en 23 ans, le répertoire a évolué. Et on a choisi la chanson « Mon amant de Saint-Jean ». Voilà. Ah, là, tout le monde se dit, oui, ça rappelle des souvenirs. Alors, ça, ce n'est pas Patrick Bruel qui a inventé cette chanson. Hein. Mais au moins, il a permis à plein de gens, à des jeunes de la redécouvrir. Voilà. Il a permis à beaucoup de gens de la redécouvrir. Voilà. C'est une chanson qui date de 1942, je crois. Donc c'est une très très vieille chanson qu'on a beaucoup de plaisir à chanter quand on est en maison de retraite, parce que c'est une chanson que les personnes âgées connaissent bien, nos anciens connaissent bien. Voilà. Alors on vous écoute. Quand on fait une animation sécanto, on fait quoi? On demande toujours au personnel soignant de venir avec nous. Il n'y en a pas aujourd'hui. Donc on va évidemment demander aux membres de la Fondation de nous rejoindre. Bah voilà. Ça me paraît la moindre des choses. Tous ceux qui ont envie Je ne demanderai pas la présidente, mais elle est évidemment la bienvenue. Ceux qui sont intervenus tout à l'heure aussi. Voilà. Voilà. Et ceux qui sont intervenus, bien évidemment. Valérie, qui est une soignante, peut venir. Ah. Et, Dricia, enfin voilà. Tout Dricia le monde, vient évidemment, fait partie du chœur. Voilà. Aude, qui adore chanter, nous retrouve. Oui, mais... N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voilà, de toute façon, on vous suit. Voilà. Ça va bien se passer. Alors, on va prendre la note, là. Est-ce que vous avez les paroles? Ah, elles sont derrière. Bon. Introduction. Alors, on remercie l'accordéoniste qui a longtemps répété et qui pour être au top ce soir avec nous. Oui. Je ne sais pas Saint-Jean aux musettes, il m'a fallu d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serrée dans les bras audacieux, car on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont liés avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, moi le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Par chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on voit toujours tout beau d'amour quand ils sont liés avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Avec un leurre, j'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours au tout beau d'amour quand ils sont liés avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je trouvais le plus beau de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé. n'en parlons plus. La, 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 la.
C'est ça.